Regardons ensemble quel est l'essentiel des choses à savoir concernant le travail des forces pressantes sur un système thermodynamique. Alors pour démontrer l'expression bien connue du travail en moins PDV, on va considérer un système relativement simple. On prend un cylindre horizontal bouché par un piston droit et dans lequel on met notre système thermodynamique qui va être un fluide quelconque. Ce fluide est plongé dans un milieu extérieur qui exerce une pression extérieure uniforme sur l'ensemble de la surface du cylindre. Cette pression extérieure déclenche une force pressante qui s'écrit F égale la pression extérieure fois le vecteur surface qui va ici du cylindre vers le système thermodynamique et donc qui va s'écrire moins Px EX si on met l'axe EX vers la droite. Sous l'effet du fluide interne par exemple, l'ensemble du piston se déplace légèrement vers la droite. Il va y avoir une variation de volume dV qui peut s'écrire SdX avec dx le déplacement de ce volume. Si on veut essayer de calculer le travail de la force pressante, par définition ce travail s'écrit F scalaire dOm ou alors la puissance fois dt, ce qui va revenir au même, et F scalaire dOm s'écrit maintenant moins Px selon x scalaire dx EX puisque le déplacement va se faire uniquement selon EX. En mettant les deux choses ensemble, on se retrouve avec du moins Px SdX et le SdX va être le volume balayé par la surface mobile lors de ce déplacement et on va appeler ce petit volume dV. Alors, à noter que la plupart du temps, on va identifier ce dV à la variation de volume globale de notre système thermodynamique, mais de temps en temps, il faudra revenir à la définition effective de ce volume, c'est-à-dire que c'est le volume qui a été balayé par la surface mobile sur laquelle s'exerce la pression extérieure uniforme. On obtient donc bien pour notre expression delta W qui s'écrit moins Px dV. Alors essayons de trouver une interprétation graphique simple de ce travail W et on va pour cela utiliser les diagrammes de Clapeyron. Un diagramme de Clapeyron, cela revient à représenter l'évolution de la pression du système en fonction du volume. À noter que forcément, quand on se place dans ce diagramme de Clapeyron, on suppose que la pression du système est bien définie à tout instant et donc implicite. On a un système qui est en évolution mécaniquement réversible, ou alors on dit aussi quasi-statique, même si les deux termes ne sont pas totalement équivalents. Donc lors de cette évolution quasi-statique, vous aurez que la pression extérieure va être identique à la pression intérieure de votre système et on va donc suivre l'évolution de cette pression intérieure. Alors, comme le travail s'écrit comme l'intégrale des moins PDV du volume initial jusqu'au volume final, il va s'interpréter comme étant simplement l'air sous la courbe, ou plutôt l'opposé de l'air sous la courbe, puisqu'il y a le moins dans la définition. Bien sûr, c'est l'opposé de l'air sous la courbe à condition qu'on aille dans les volumes croissants. Si on va dans le sens des volumes décroissants, le travail sera directement donné par l'air sous la courbe. Un corollaire pour les cycles, c'est que si vous avez une évolution cyclique, la valeur absolue du travail va être donnée par l'air du cycle interne, puisqu'on a une partie de l'air à l'aller qui est compensée par une partie de l'air au retour, avec les histoires de signes, et donc on peut se ramener à savoir que le travail est donné par l'air du cycle. Plus le cycle a une aire importante, plus le travail reçu par notre système va être important en valeur absolue. On va terminer cette petite vidéo avec plusieurs cas usuels pour montrer comment utiliser la définition du travail pour le calculer. Cela permet aussi d'introduire un certain nombre de vocabulaire qui peut être particulièrement utile dans les exercices pour savoir comment évolue notre système. Premier cas, on suppose une évolution isochore. Qu'est-ce que ça veut dire une évolution isochore ? C'est une évolution qui se fait à volume constant. Si elle se fait à volume constant, c'est que le volume ne change pas et que donc il n'y a pas de surface mobile qui se déplace et vous avez dV égale 0, c'est-à-dire que le travail est nul. Dans le diagramme de Clapeyron correspondant, cela correspond à une évolution verticale et on a bien l'air en dessous de cette droite verticale qui est nulle. Ensuite, on peut s'intéresser à une évolution monobare. Une évolution monobare, c'est une évolution qui se fait à pression extérieure constante. Et cette pression extérieure reste supposée uniforme sur les surfaces mobiles. Donc le travail va s'écrire moins l'intégrale du volume initial au volume final de Px de dV. La pression extérieure étant constante, on peut la sortir de l'intégrale et on se retrouve avec du moins Px Vf moins Vi, c'est-à-dire moins Px fois la variation de volume. Pour une évolution isobare, eh bien c'est exactement pareil que pour une évolution monobare, sauf que
dans l'isobar, on suppose que la pression interne de votre système est à tout moment égale à la pression externe, qui reste constante, et donc on obtient la même expression, W égale moins P delta V, où cette fois-ci on peut interpréter le P comme étant la pression de notre système. Étant donné que l'évolution est mécaniquement réversible, on peut faire le diagramme de Clapeyron, et une évolution isobar se représente par une droite horizontale, et là on se rend compte que l'air sous la courbe est donné par l'expression du petit rectangle, qui vaut bien P delta V. Il faut juste se souvenir du moins dans la définition de ce travail, à ne pas oublier. Pour une évolution isotherme, ça va être une évolution où la température, elle, reste toujours constante. Alors pour calculer le travail, il faut faire une hypothèse sur le fluide. On va prendre le cas du gaz parfait où on a que le produit PV est égal à nRT. Donc ce travail s'écrit par définition l'intégrale de VI à AVF des moins PDV. Bien sûr, là on a supposé une évolution mécaniquement réversible ou quasi-statique. La pression dans le gaz peut s'écrire nRT sur V où la température T est constante et vaut T0. La température étant constante, de même que N, on peut sortir le nRT0 de l'intégrale et on se retrouve avec moins nRT0 l'intégrale des dV sur V entre le volume initial et le volume final, et donc moins nRT0 ln du volume final sur le volume initial. Comme on a PV égale nRT et que l'évolution est isotherme, le produit PV reste constant et donc on a PIVI égale PFVF, et ce travail peut se réécrire nRT0 ln de la pression finale sur la pression initiale. Si on fait une représentation en diagramme de Clapeyron, on a pour une évolution isotherme avec augmentation du volume, donc baisse de la pression, une évolution qui nous donne bien un travail qui va être globalement négatif puisque vous avez que votre gaz est en train de pousser lui sur sa paroi mobile pour réussir à augmenter son volume disponible. Encore une petite définition, si on prend cette fois-ci non plus une évolution isotherme mais une évolution monotherme, cela veut dire qu'on est en contact avec une source de température qui reste constante, ce qu'on appelle aussi un thermostat. Attention, ça ne veut pas dire que la température de votre système est constante, mais par contre qu'on est constamment en contact avec ce thermostat. Vous pouvez imaginer par exemple une tarte qui sort du four et votre tarte refroidit tranquillement mais est en contact avec la cuisine qui est de température quasiment constante. Dernier cas, assez important au niveau des calculs, ce serait une évolution polytropique d'indice K pour un gaz parfait. Donc une évolution polytropique d'indice K, cela veut dire que pression et volume du système vérifient la relation PV puissance K égale constante. Et on va noter cette constante kappa. Le travail, par définition, s'écrit l'intégrale des moins PDV de VI à VF, où là encore on a supposé l'évolution mécaniquement réversible, quasi statique. La pression peut se remplacer par kappa divisé par V puissance K, donc on se retrouve avec moins l'intégrale de VI à VF des kappa sur V puissance K dV, et on peut sortir le kappa qui est constant, et on peut réécrire le 1 sur V puissance K en V puissance moins K pour que l'intégration soit plus facile. On a donc du V puissance quelque chose, et cela s'intègre en 1 sur cette puissance plus 1 fois V puissance, la puissance en question, plus 1. Donc on a du moins kappa, facteur de 1 sur moins K plus 1, V puissance moins K plus 1 entre le volume initial et le volume final. En distribuant, on distribue le moins 1 sur moins K sur plus 1, ça donne 1 sur K moins 1. Le kappa se distribue à l'intérieur et on va écrire les V puissance moins K plus 1 en tant que 1 sur V puissance K fois V, pour faire apparaître kappa sur V puissance K, qui fait à chaque fois apparaître la pression à l'instant final et à l'instant initial. On se retrouve donc avec du 1 sur K moins 1, PFVF moins PIVI. Là, on utilise l'hypothèse de gaz parfait pour remplacer le produit PV par nRT, et donc on obtient du nRTF moins TI, divisé par K-1 pour l'expression de ce travail. Une petite remarque, si l'évolution est adiabatique, quasi-statique pour un gaz parfait, on a ce qu'on appelle la loi de Laplace, c'est-à-dire qu'on a PV puissance gamma égale constante avec gamma, le coefficient de Laplace, qu'on introduit dans le chapitre correspondant. Pour obtenir du coup l'expression de ce W, c'est un tout petit peu plus rapide. On peut utiliser le premier principe qui dit que la variation d'énergie interne s'écrit le travail plus le transfert thermique. L'évolution étant adiabatique, le transfert thermique est nul. Et donc, il ne reste que le travail qui est égal à cette variation d'énergie interne. Or, la variation d'énergie interne s'écrit par définition pour un gaz parfait la capacité thermique à volume constant CV multiplié par la variation de température, delta T. Et comme CV s'écrit NR sur gamma moins 1, on retrouve l'expression du travail sous la forme NR sur gamma moins 1 multiplié par TF moins TI.